Hello Muriel, Bonjour. merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de The Tech Generation. Merci de m'avoir invité. Et encore une fois, comme souvent à Barcelone, au Studio 54 de la French Tech. Aujourd'hui, avec toi, on va parler avenir des sociétés. Je vais te poser cette question, je vais changer de rôle, je vais grandir avec toi aujourd'hui. Je vais faire un peu toute ma vie en 1 heure. Je vais commencer par être un petit enfant d'une dizaine d'années, un petit Jérémy d'une dizaine d'années, qui du coup, 10 ans, c'est l'âge où on commence à comprendre un certain nombre de concepts, mais voilà, il va falloir m'expliquer, être un peu pédagogue. Et puis j'aurai grandi, j'aurai 18-20 ans, comme Gauthier qui est derrière les platines. Je sais pas quel âge t'as, Gauthier, mais voilà. Donc là, tu continueras un peu à m'expliquer tout ça, ces enjeux, et puis je grandirai encore un peu, et on verra à ce moment-là, mais 40, 50 ans, on verra en fonction de l'ambiance. Et Un puis jeune, après, quoi, un jeune. ouais, un jeune, un super jeune. Je serai toujours jeune. Toujours jeune. De toute façon, c'est dans la tête. Et puis après, on parlera un peu de toi quand même, parce que tu as beaucoup de vie passionnante, avec beaucoup de choses et beaucoup de choses à nous raconter. Je suis très curieux qu'on parle un peu de tout ça. Et puis, on finira avec la petite cherry on the cake made in the tech generation, qui est ton impact. Comment tu t'efforces d'avoir un impact sur ton écosystème et sur ton environnement. Est-ce que ça te va comme programme? Super. Voilà. Génial. Vaste planning. Ok, eh ben écoute, le petit Jérémy 10 ans. Non, d'abord je te pose la question, et après j'aurai 10 ans, sinon ça va pas être cohérent. Mais la question qu'on va se poser aujourd'hui, elle est finalement assez simple et assez complexe. Les entreprises qui ne prennent pas le train de l'IA vont-elles dépérir, pour pas dire mourir, si on est encore un peu plus sceptique à moyen long terme? Voilà. Grande question. Grande question. Donc j'ai une dizaine d'années d'abord. Donc j'ai vu cette question écrite là, et puis je te dis Muriel, ça veut dire quoi ça, que les entreprises qui font pas de l'IA, elles vont plus exister? Alors, ouais, c'est une vraie bonne question. Déjà, je te remercie de la poser, petit Jérémy. Merci. Merci grande. Et en fait, je te dirais, Jérémy, qu'en fait, l'IA, ce n'est que l'évolution de la technologie. Et dans cette mesure-là, quand on le regarde comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des années, il n'y avait pas Internet, puis Internet est arrivé. Avant, on n'avait pas un téléphone dans la main, et puis maintenant, on a un téléphone pour faire pratiquement tout dans la journée. L'IA, c'est la continuité de l'évolution de la technologie et de l'innovation, et donc qui apporte plein de nouvelles opportunités pour les entreprises. Et bien évidemment, le challenge des entreprises, c'est de s'adapter à cette évolution. Ok. Donc, si petit Jérémy, tu te demandes, c'est d'abord, qu'est-ce que ça apporte l'IA aux entreprises, et si jamais elles n'utilisent pas l'IA, est-ce que ça va les empêcher de faire leur business et de grandir? Ouais, parce que si je suis le petit Jérémy d'une dizaine d'années, moi j'ai envie de te dire, ok, alors les entreprises qui travaillent dans l'informatique, je peux comprendre, mais mon boulanger, la garderie de ma petite sœur, le parc à jeux, et puis plein d'autres choses, ils ont peut-être pas besoin d'IA, eux. Eh bien, c'est une très bonne question. Je vais reprendre l'exemple du boulanger. Aujourd'hui, le boulanger, il fait tout avec son expérience, l'artisanat, effectivement, hein, et l'artisanat manuel, etc. On se dit comment est-ce que l'IA peut nous apporter. Par exemple, le boulanger, ce que tu sais peut-être pas, petit Jérémy, c'est que pour faire du bon pain ou des bons croissants, il faut avoir un bon mélange de farine, trouver les bonnes farines, etc. Potentiellement, en imaginant, hein, l'IA pourrait aider à avoir un modèle qui optimise les mélanges de farine en fonction de l'humidité de l'air du moment, en fonction de l'endroit où tu te trouves, etc. Et donc, avoir des modèles un peu prédictifs en disant « Oups, attention, cette semaine, il va beaucoup pleuvoir. Rajoute un petit peu de ça dans ta farine ou rajoute un petit peu de ça. » Et de pouvoir comme ça. Donc, bien évidemment, je ne crois pas que les boulangers de demain matin vont le faire, mais dans une vision un peu plus futuriste, ça pourrait être ça. Maintenant, Ok. je ne crois pas qu'aujourd'hui, l'artisanat soit tout de suite touché par la vague de l'IA. Ouais. Maintenant, je ne suis pas artisan non plus, donc il faudrait Ouais. peut-être leur demander à eux. Figure-toi que si je sors de mes 10 ans 2 secondes, c'est rigolo parce que le boulanger, ça doit faire la 3e ou 4e fois qu'on prend cet exemple sur ce podcast. Ça doit être un super exemple. C'est un super exemple, mais parce que je pense qu'il y a un truc très fort. On est d'accord, tu l'as dit, petit Jérémy, l'IA, c'est de la tech. Donc, effectivement, quand on regarde les environnements de technologie, on se dit, oui, effectivement, ça va les impacter. Mais malgré tout, regarde l'IA, ChatGPT, petit Jérémy. Est-ce que tu as déjà essayé? Donc, au final, l'IA, ça va nous impacter tous. Elle veut pas, mais j'ai déjà essayé une fois avec des copains à l'école. Ah oui, Ouais. tu vois.
Donc, et finalement, il y a plein de niveaux aussi d'IA. Donc là, tu me demandais sur les entreprises. Et je pense que ça va affecter les entreprises à différents niveaux et de différentes manières. Donc, il y a pour moi 2 niveaux. Pour résumer, petit Jérémy, la partie IA qui impacte l'exécution des choses et la partie IA qui impacte plus la prise de décision, l'anticipation, etc. Okay. Et sur l'exécution, je pense qu'on est tous touchés. Il y a des métiers qui vont être touchés, etc. Parce que l'exécution, l'IA va nous permettre d'automatiser énormément de choses. De l'autre côté, ce que j'appelle plus la prise de décision, c'est tout ce qui est prédictif, c'est réduire nos temps de décision, anticiper beaucoup plus de choses dans un monde qui est global. Tu vois, petit Jérémy, quand tu as une entreprise... Du coup, l'école, elle va savoir quand est-ce que je vais être malade ? Alors, elle va peut-être pas savoir quand est-ce que tu vas être malade, quoique potentiellement sur des épidémies ou des virus, peut-être qu'il y aura un petit peu de probabilité de dire qu'il y a des chances que le petit Jérémy soit malade en fonction de où il habite et comment ça évolue. Mais par exemple, avec l'IA, on va pouvoir accompagner mieux des élèves et des étudiants en identifiant un certain nombre de facteurs. Comme par exemple, si le petit Jérémy il est 3 fois absent, on va dire « Oh, il y a quelque chose ». On va s'inquiéter du petit Jérémy, pourquoi il est absent. Et on a on appelle ça des patterns, non des modèles. C'est pas grave, de toute façon, on sera aussi en anglais. Et attention quand tu prononces des mots en anglais, parce que ça, je te l'ai pas dit, mais comme on va aussi sortir cet épisode en anglais grâce à une moulinette IA, c'est au moment où tu prononces des mots en anglais qu'il va positionner ton accent. D'accord. Il faut que tu aies un bel accent américain sur les D'accord, super. Donc, tout ça pour dire qu'à l'école, par exemple, on peut accompagner des élèves dans leur trajectoire, arriver à identifier plus en avance s'ils ne sont pas bien ou s'ils ont des difficultés. Tu vois, petit Jérémy, si d'un coup, tu te prends 2 tôles en maths, peut-être l'IA va pouvoir, sans que... au final, parce qu'il y a plus d'élèves, il y a 30 élèves dans la classe, etc., tout de suite, on va pouvoir avoir une alerte en disant « Attention, petit Jérémy, il faudrait peut-être lui donner un renforcement sur les maths, etc. » Il aurait eu du boulot avec moi à l'époque, en maths. Voilà. Ok, trop bien. Ok, donc des tonnes de choses. Allez, je vais grandir un peu. Ce sera peut-être plus facile d'approfondir un peu le concept. Là, j'ai pas 18-20 ans et donc j'arrive... je suis toujours Jérémy, j'ai un peu grandi et j'arrive en stage dans ton équipe. Et je te repose cette question, un peu... comment je te la pose ? Allez, un peu en mode provoque, en te disant, de toute façon, Muriel, les entreprises qui adoptent pas l'IA, elles vont disparaître forcément, naturellement. Est-ce que tu es d'accord avec moi si je te le dis comme ça ou pas ? Alors non. Non, parce que je pense que c'est vraiment une réponse mitigée, en fait, aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas un oui ou un non. Et, moyen Jérémy, là, je peux te donner un peu des exemples qui peuvent éventuellement plus te parler. Pour reprendre, puisque je te l'avais dit quand tu étais tout petit, pour reprendre l'exécution et la prise de décision. L'exécution, je crois que ça va beaucoup toucher chaque personne qui a besoin d'évoluer. Et je reprends l'analogie avec d'autres technologies qu'on a vues naître. Enfin, le téléphone portable, il y a eu une époque, par exemple, où tu avais un site Internet, avec Internet. Maintenant, on fait tout sur notre téléphone. Si ton site Internet, il n'est pas ce qu'on appelle mobile friendly, du coup, tu as peu de chances d'avoir une grosse audience. D'accord ? Donc ça, pour moi, c'est... Pour faire la comparaison, c'est des entreprises qui ont dû s'adapter avec cette technologie qui évolue. Bon, ben pour moi, l'IA, c'est la même chose. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qu'on peut automatiser, faire plus vite, plutôt que de passer 5 heures sur un fichier Excel. L'IA va nous aider à faire un certain nombre de calculs différemment, ou l'IA, par exemple, permet de travailler sur des quantités de données hallucinantes qui, pour le cerveau humain à la mano, nous prendrait des jours entiers. Ouais. Donc, typiquement ça, oui, bien évidemment, je pense que les entreprises qui ne vont pas accompagner leurs employés à se former à ces nouveaux outils, en fait, c'est l'IA-outil, ils vont peut-être prendre du retard. Oui, parce que moi, j'ai un copain qui est en stage dans une autre boîte et son service informatique, ils lui ont dit que les LLM et ChatGPT étaient absolument interdits. Alors que c'est une boîte, pas d'informatique, mais c'est une assez grosse boîte. Alors, je comprends parce qu'il y a toujours cette peur, malgré tout, d'utiliser un système externe et d'aller le remplir avec des données de la boîte, et tu sais pas bien, derrière, ça reste une black box, finalement. Mais maintenant, on voit... Alors, du coup, c'est vrai que ChatGPT, ça a fait quand même
Il y a un avant et après. On est bien d'accord. On ne peut pas dire le contraire. Mais maintenant, il y a d'autres solutions qui ont justement entendu ça. Par exemple, tu as Gemini. Tu peux avoir ton un workspace qui est uniquement pour ton entreprise et donc avoir cette confiance de je vais mettre plein d'infos et ça va rester dans un environnement fermé. Donc, il y a des solutions et la technologie, elle va continuer à évoluer. Oui, parce que de toute façon, l'entreprise qui ne veut pas qu'on utilise de l'IA, si elle envoie déjà des mails et qu'elle met déjà des documents sur un drive, ça ne fait pas forcément sens, quoi. Et puis, c'est surtout, je pense que c'est ces entreprises-là, plutôt que de dire il ne faut pas les utiliser, moi, je veux bien qu'ils disent ça, mais trouvent une alternative. Bon, la raison pour moi, c'est que à deux entreprises équivalentes, sur l'une qui va adopter des outils qui vont lui permettre de travailler plus efficacement et donc de peut-être délivrer les clients plus rapidement, mieux, etc., comparé à l'autre qui ne va pas le faire, à un moment donné, tu vas perdre en compétitivité. Ça me paraît juste une réflexion de base en disant est-ce qu'elles vont mourir ? Non. Est-ce que le boulanger qui regardera sa composition de farine avec un modèle IA et celui que non, est-ce qu'il va perdre de la clientèle ? Je dirais le boulanger, peut-être pas. Le boulanger, exactement, peut-être pas. Mais en revanche, aujourd'hui, tu peux aussi, avec ce qu'on appelle le prompting, donc en langage naturel, décrire exactement la fonctionnalité d'une application et l'IA va te développer le code. Du coup, tu n'es plus sur 2 semaines de développement, tu es sur 3 minutes pour faire ton app. Donc, automatiquement, tu vas avoir des gens qui vont s'empower, qui vont voilà, c'est terrible de traduire. S'approprier du coup tout ça. C'est surtout devenir plus puissant parce qu'ils auront appris à utiliser ces outils. Après, moi, je mets toujours un gros bémol. Il faut apprendre à les utiliser intelligemment aussi. Parce que sinon, du coup, on sait plus, on n'apporte plus de valeur. Ça, c'est l'IA, oui, mais human intelligence avec, tu vois. Ouais, clairement. Donc ça, c'est l'outil. Et après, tu as un deuxième niveau, je dirais, c'est plus dans les entreprises. Là, pour le coup, c'est pas seulement automatisé, c'est vraiment apporter une intelligence supplémentaire, d'accord ? Que presque, j'ai envie de te dire, le cerveau humain, avec la quantité de données, est presque incapable de faire. Par exemple, prendre des sources externes de données. Ça, il comprend, Jérémy, de 20 ans, non ? Des sources de données, donc de la compétition, du marché, les prix de mes concurrents, et l'évolution et l'historique de mes prix sur les 10 dernières années, les habitudes d'achat de mes clients, etc. Et dans un modèle, réussir à me dire où est-ce que mes prix doivent aller, comment ils vont évoluer, ou même rentrer le prix des matières premières, etc. Arriver à anticiper tout ça, ça aujourd'hui à la main, c'est très compliqué. Oui, et puis c'est surtout que le faire à la main, c'est encore possible. On savait le faire il y a quelques années, mais le problème, c'est que si tous les autres le font 10 fois plus vite et de manière 10 fois plus fine avec l'IA, celui qui continue à le faire à la main, c'est pas qu'il va pas arriver à le faire, mais c'est qu'il va pas arriver à être aussi bon que les autres. Il y a des choses avant qu'on ne savait pas faire. Prends un exemple dans la santé. Moi, je bosse beaucoup dans la santé mentale et ce qu'on appelle behavioral health. Donc, tu prends cet exemple-là, tu fais une thérapie. Tu es en session, comme là, nous, on est en train de parler, d'accord ? En thérapie aussi. OK. Avant, tu pouvais pas enregistrer, à partir de cet enregistrement, retrouver un certain nombre de mots-clés, identifier des patterns, etc. C'est pas que tu pouvais pas. C'est le thérapeute le fait, mais le thérapeute, il a un cerveau humain. À savoir que s'il y a 2-3 secondes d'inattention, s'il y a etc., puis il va prendre des notes. S'il prend quelques notes et qu'il oublie un certain nombre de choses. Donc, il y a des choses il y a vraiment des choses nouvelles, je pense. L'IA apporte un nouveau champ de possibles quand même sur un certain nombre de choses. Tout à fait. Et ça, pour le coup, là où moi, je travaille au quotidien, c'est faire comprendre aux gens que tout ce champ de possibles, en revanche, c'est pas une baguette magique. Parce que la base, c'est quand même de la donnée et que donc, il faut travailler sur la donnée. Et c'est là qu'on voit le gap. Donc, c'est là qu'on voit le gap, moyen Jérémy, des entreprises, comme tu me dis, elles vont toutes mourir. Je ne crois pas, ça va prendre un peu du temps aussi. Il y a une espèce d'effet de masse, là, tout de suite, où on voit les outils d'IA, comme on en a parlé sur l'exécution, ce qui me permet de faire mon travail mieux. Je le fais, comme tu viens de dire, je le faisais avant, mais là, je vais le faire plus vite ou je vais le faire... d'accord ? Ça va peut-être, là, tout de suite, avoir un impact assez rapide dans les mois, les années qui viennent. Même déjà, aujourd'hui, on voit. L'autre volet, je pense qu'il va prendre un peu plus de temps. Okay.
Ça me donne envie de grandir, puisqu'en plus, je crois que dans la vraie vie, tu en accompagnes des CEO comme ça. Et puis de te dire, bon, depuis mon stage chez toi, Muriel, il s'est passé quelques temps. Je suis dirigeant ou cadre, allez, on va dire dirigeant d'une entreprise assez importante, je sais pas, 2 000 à 3 000 personnes. Tiens, on va prendre celle qu'on a utilisée sur le live qu'on a fait il y a quelques temps sur YouTube. On fait du recyclage de déchets. Donc, on n'est pas dans la tech, on n'est pas dans le service à proprement parler, etc. Et du coup, moi, je suis ni pour ni contre, mais je suis stressé. Je suis fébrile, en fait. C'est-à-dire, je me rends bien compte qu'il se passe un truc. C'est-à-dire, le train, je le vois. Mais je ne sais pas comment monter dedans. En plus, on est... allez, si on se met en France, on est entre guillemets en province. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On n'est pas dans l'œil du cyclone. On n'est pas obligé d'y aller. On n'a pas nos applications. Par contre, si je suis, c'est bon, en tant que dirigeant de ma boîte, je suis un peu ouvert sur ce qui se passe autour de moi et je vois bien qu'il se passe des trucs. Mais je vois bien qu'il je vois bien, je l'ai vu. Je vois Les bien. jeunes. Bref, je suis un peu fébrile, je suis un peu paumé et limite, moi, j'ai envie de te poser la question, mais en fait, si je m'y mets pas, est-ce qu'on va mourir? Est-ce que ma boîte, mourir, c'est un grand mot, c'est pas mourir, mais est-ce que ma boîte, qui a priori n'a pas grand-chose à voir avec la tech, va dépérir si je ne fais pas des changements extrêmement profonds? Et si je dois faire des changements extrêmement profonds, Muriel, quoi, quand, comment? C'est hyper vaste comme sujet, d'ailleurs. Désolé pour Moi, cette je fais... question Non, de mais râteau. non, mais c'est super. Mais moi, j'avoue que sur des gros clients comme ça, parce qu'on en a aussi, et moi, je conseille toujours de faire ce qu'on appelle un AI Readiness Assessment, pour justement un peu... et c'est des trucs qui ne prennent pas très longtemps, hein, mais c'est pour justement avoir un état un peu des lieux et identifier quelles sont les opportunités. Pour déjà t'aider aujourd'hui à souffler, à dire, OK, il y a plein de trucs qui se passent, mais il y a beaucoup de bruit. Ouais. Grand Jérémy. Il y a beaucoup de bruit aussi. Tu as l'impression que l'IA est partout, qu'il faut impérativement. Donc, je pense qu'il faut enlever un peu le bruit et il faut poser. Et ça, c'est des approches qui, je pense, qui sont nécessaires dans un cas comme le tien. Après, il y a un deuxième niveau, je répète, parce que je pense qu'il y a vraiment cette dualité. Il y a l'approche de l'IA dans ta boîte en tant que management de tes employés, de ton activité au quotidien, etc. Et là, je pense véritablement qu'il faut se poser la question de comment les accompagner. Comment accompagner mon entreprise, donc mes employés, au fur et à mesure à se former et justement eux-mêmes à comprendre dans leur quotidien quels sont les bons outils, etc. Donc, travailler avec ton département aussi technique, soft, pour identifier des outils, trouver les bons outils qui peuvent apporter au quotidien de tes employés pour effectuer mieux les tâches que vous effectuez. Ton métier ne va pas changer demain matin, a priori. Le recycler, tu vas quand même avoir, si vous recyclez, il y a une usine, il y a une etc. Donc, après, dans ce milieu-là, j'allais dire plus industriel, etc., on ne va pas aller dedans, mais il y a toute la partie de robotique, d'automatisation et tout ça. C'est ça, donc, moi, qui me fait peur, parce que j'imagine que c'est des investissements énormes, je ne comprends pas forcément encore quoi, etc. Enfin, nous, on est à notre échelle. Est-ce qu'il faut commencer par là? Alors, déjà, je vais pas me permettre de répondre oui ou non. Mais si aujourd'hui, je ne sais pas comment tu fais ton recyclage, mais ça doit quand même déjà être avec un certain nombre de machines. Je ne sais pas non plus. D'accord. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de machines. Les machines évoluent. Si tu as une usine, il doit y avoir déjà de l'automatisation. Et en fait, là, je pense qu'il faut aussi savoir se reposer sur ses partenaires. Sur toute la partie prod, manuf, dans ton cas de recyclage, tu as des machines, c'est pas toi qui les as fabriquées, bien vraisemblablement. Donc, il faut se reposer sur ses partenaires pour qui, eux, c'est leur cœur de métier. Okay. Et donc, t'assurer que ton outil de production va continuer à évoluer et innover. Mais ça, c'est ton DNA. Petit Jérémy, tu as ta boîte, tu l'as montée, vous êtes 3000. Ça veut dire que tu continues à évoluer avec ton temps, avec les innovations qui existent et à te projeter. S'appuyer sur les partenaires pour qui c'est le cœur de métier et eux vont pouvoir plus te conseiller. Et toi, tu feras ensuite la balance entre l'investissement par rapport à ce que ça apporte à ton business. Je crois que c'est important de revenir au premier point quand on dit le train, la vague de l'IA, etc. Il y a toute cette partie d'aider nos employés, nos collègues, collaborateurs à continuer à évoluer dans cette dynamique. Moi, je me rappelle ma maman,
dans les années 80 qui a commencé à avoir un ordinateur portable, elle rentrait à la maison, on aurait dit une poule qui avait trouvé une fourchette, si tu veux. Donc, et ce qui est compliqué, c'est qu'à l'époque, on lui a pas fourni une formation, on lui a pas balancé un portable. Honnêtement, pour qu'elle soit plus disponible tout le temps, elle passe seulement au bureau, ce qui n'était pas top. Mais donc aujourd'hui, je pense qu'il faut que les entreprises intègrent l'IA comme un nouvel outil. Et donc, on s'assure que... En fait, ce que tu dis, c'est assez rassurant finalement. Enfin, j'aime bien cette approche. C'est moi que je te posais la question, j'imaginais... tu vois passer le train et puis tu as peur, tu dis putain, si j'arrive pas à monter dedans, mais de toute façon, je vais pas y arriver, donc je vais être foutu, tu paniques. Et en fait, toi, tu dis juste... on se pose, on est tranquillement, on continue à faire ce qu'on a toujours fait, quelle que soit notre position, dirigeant, cadre, salarié, etc., entrepreneur, etc., etc. Par contre, c'est ce qui revient souvent dans ce podcast, c'est qu'il faut absolument s'ouvrir, quoi. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est la conscience il se passe des choses, etc. Et il faut, si tu fais, en fait, concrètement, si tu paniques et que tu essayes de suradopter, tu vas probablement faire des conneries. Et si tu fais l'autruche et que tu dis non, moi ça m'intéresse pas, c'est pas pour moi, il y a des chances, ça va dépendre de ton business, mais il y a des chances que tu dépérisses, si je comprends, si je résume un peu ce que tu disais. Alors, j'ai la chance et la malchance d'avoir vécu ces 30 dernières années où on a vu quand même énormément d'évolutions technologiques. Ouais. On prend Internet parce qu'il est facile, l'exemple. D'accord ? Quand tu regardes en arrière, tu vois bien que quand Internet est arrivé, ça a été un peu une grosse bombe. Effectivement, les entreprises qui se sont posées en disant « Ok, qu'est-ce que ça va changer dans mon business ? Qu'est-ce que ça va changer demain pour nous ? Pas seulement moi, ma petite boîte, mais en élargissant dans le marché et que tu te poses la question et que tu te l'appliques comme une innovation, quelle qu'elle soit, et que tu es un dirigeant qui regarde vers l'avant et qui prend en compte tout ce qui se passe autour de lui, je pense que l'IA, il faut le prendre comme ça aussi. Maintenant, demain matin... aller acheter toutes les solutions IA, les balancer à tes employés du jour au lendemain en leur disant « maintenant, vous mettez 1 heure à faire ça et plus 3 jours », je pense que déjà, tu as la moitié qui vont se mettre en burn-out. Donc, je pense que c'est comme toute évolution. Après, il y aura, the pace, non l'allure à laquelle tu vas y aller. Et éventuellement, on pourra regarder dans 5 ans et voir certaines entreprises qui n'auront pas pris le train, comme tu dis, seront peut-être très en retard et ça va être de plus en plus dur de le rattraper, parce que je crois que c'est ça surtout. Ouais. Dans 5 ans, alors déjà, moi, j'ai arrêté de faire des prévisions à 5 ans depuis le Covid. Donc, si tu veux, même déjà l'année prochaine, on pourra regarder en arrière et voir comment un certain nombre d'industries ont déjà évolué. Et même déjà aujourd'hui, on pourrait déjà le regarder, parce que ça va très, très vite. Aujourd'hui, tout va beaucoup plus vite qu'avant. Tout va très, très vite. Donc, oui, en tant que dirigeant, moi, je te dirais, c'est important que tu t'entoures des bonnes personnes, bonnes personnes externes ou internes, mais des gens qui peuvent t'aider à voir ces tendances, de faire cette analyse et de te dire où j'en suis et puis qu'est-ce que l'IA va pouvoir apporter dans mon business en fonction de ta stratégie, en fonction de quel que soit le business que tu as, et ensuite de faire les bons choix d'investissement et surtout d'accompagner cette évolution. Il y a un changement dans la manière de faire un certain nombre de choses que l'IA va vraiment secouer des habitudes que l'on a, et on le sait bien, hein, changer les habitudes, ça se saurait si c'était facile. Oui, clairement. Hein, on est d'accord. Donc c'est marrant parce que moi j'entends des gens qui parlent de ça, mais ils ont du mal à se rendre compte que c'est comme n'importe quoi d'autre. Ouais. C'est un nouvel outil qui nous vient. Qu'est-ce qu'on fait pour un nouvel outil ? On se forme, on se renseigne si ça va vraiment nous aider, on se pose la question du ROI, on se fait, c'est la même chose. Puis là, en plus, j'ai envie de dire, ce qui est cool avec l'IA, c'est que, donc là, je sors un peu de mon rôle là, mais tu sais, ça fait toujours un peu peur, on se forme. Tu sais, on a toujours l'impression qu'il faut que je trouve un formateur qui va me former, qu'il faut que je m'investisse. Là, ce qui est cool quand même, c'est que pour te former, quasiment quel que soit ton âge, même si tu n'es pas ultra à l'aise avec l'outil informatique, tu ouvres ChatGPT et puis tu commences à papoter un peu avec lui. Et donc, c'est quasiment plus que se former, il faut s'y mettre, faut accepter de rentrer un peu dedans et autres. Il y a eu la trend, la hype, là, des mini-figurines. C'est drôle parce que moi, dans mon entourage, comme j'en ai sorti une sur LinkedIn, tout le monde m'a dit tu peux m'en faire une. Et puis j'ai 2-3 personnes qui disent tu fais comme ça. Ouais. Ah ouais, c'est aussi simple. Et bon, voilà.
Ouais. Bon, après, tu vois, alors, il y a plein de trucs dont on n'est pas en train de parler parce qu'on dirait que je suis que positive et que c'est tout facile et machin. Mais moi, avec l'IA, on pourrait en parler des heures. Il y a aussi plein de risques énormes. Et en tant qu'entrepreneur, je voudrais quand même finir là-dessus. Il faut que tu te poses aussi la question de l'éthique et de savoir à quel moment, toi, tu veux aller à fond dans l'IA, pas l'IA, quelle est la place de la valeur des hommes, entre guillemets, dans tout ça, et comment est-ce que tu fais confiance à ce qui sort de l'IA. Et particulièrement, moi, je suis confronté à ça dans le milieu de la santé, par exemple. Donc, il y a des vraies questions, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pour revenir sur ce que tu viens de dire, le côté facile, malgré tout, attention, le prompting, ça va. Moi, je pense que ça va devenir... Tu te rappelles, quand il y a 20 ans, tu mettais Excel, enfin Word, Word, Excel, Office, machin, sur ton CV. Expert. Je pense qu'il va falloir mettre prompting. Ça va devenir une vraie compétence. Déjà, ouais. C'est une vraie compétence. Parce que c'est pas la même. Moi, je fais plein de... Ça me régale de faire ça. Plein de trucs, des fois, où je parle à ChatGPT comme si je te parlais à toi. Et la dernière fois, je lui ai fait des questions très plus perso, mood, anxiety et ce genre de trucs. Et en fait, c'est un peu comme un psy. Ouais, je fais beaucoup d'auto-coaching. C'était hyper drôle. Pas beaucoup, je l'ai fait 3-4 fois, mais j'ai adoré faire de l'auto-coaching avec GPT. Ça te fait un miroir, Bah en fait, oui, ça te renvoie quelque chose. exactement. Et alors, des fois... Alors, moi, je suis bluffé parce qu'il y a quand même des trucs qui sont vraiment bien. Ouais. Et après, je fais aussi, par exemple, ma fille qui vient avec ses devoirs de maths en catalan et je pite rien, je vais sur ChatGPT avec elle. Hein. On lui remet et l'autre, il m'a fait des fois des calculs complètement aberrants. Donc je lui dis, mais ça, c'est n'importe quoi. Il me dit, ah oui, tu as raison. Il me répond, ah oui, tu as raison. Désolé, Muriel. Donc, je pense qu'il y a encore... On est au... Alors, je peux pas dire on est au début parce que l'IA, depuis 15 ans, il y a de l'IA de partout. Hein. Le dynamic pricing, c'est de l'IA. Le machine learning, c'est de l'IA. L'optimisation de route dans le transport, moi j'ai fait ça pendant des années, c'est de l'IA. Mais sauf que ChatGPT nous a mis l'IA dans la main. C'est tout dit, c'est le game changer qui a fait que... Ça, il y a un avant, un après. Avant ChatGPT, personne ne me parlait d'IA. Depuis ChatGPT, d'un coup, l'IA. Et malheureusement, ça donne cette impression, comme tu disais tout à l'heure aussi, de panique et machin, comme s'il y avait un magic wand, la baguette magique du jour au lendemain. Mais pas du tout. Du jour au lendemain, pour un outil comme ChatGPT, jamais de la vie. Tu sais combien de temps ils ont travaillé avant de nous le donner. Donc, ce que les gens ne voient pas. Et conclusion, quand tu pars sur du B2B, donc des entreprises, du business, ils pensent qu'ils peuvent aussi faire du magic wand. Et là, c'est un tout autre... C'est d'ailleurs un problème quand tu dois l'avoir aussi. Mais nous, chez nous... on accompagne les boîtes dans leur transition AI et du coup, on est des doueurs, on fait pas mal de dev, etc. Et du coup, il y a des trucs qu'on fait très vite, très facilement. Donc, on fait des POC très vite. Mais après, du coup, souvent, les boîtes ont l'impression que c'est bon, on va tout faire en 3 jours. Exactement. Non, il reste quand même un peu de travail. Il reste du travail. Et moi, souvent, les boîtes que j'ai en face n'ont pas ce que j'appelle les fondations pour pouvoir, eux, développer des modèles AI. Ce qui est super, c'est ces réflexions. Moi, j'adore en ce moment, ces réflexions sur justement qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'on ne faisait pas avant et définir un nouveau modèle. Waouh, si on pouvait faire ça. Et moi, je dis oui. Et à partir de ce moment-là, tu déroules derrière ce dont tu as besoin. Et quand tu travailles vraiment avec une entreprise sur son business, etc., et donc c'est ces données, et que tu vois que les données, elles ne sont pas là, juste le modèle, ça va 5 minutes, mais il ne va rien en sortir, en fait, parce que ça restera. Nous, on disait dans les années 90, quand j'ai commencé, allez, on va le dire, parce que ceux qui seront de ma génération sauront ce que c'est, monter des univers business objects. Okay. C'était l'ancêtre des data warehouse, l'ancêtre de ce qu'on a aujourd'hui, des data platforms. Et on disait à l'époque déjà garbage in, garbage out. C'est-à-dire que si tu donnes au modèle quelque chose, enfin de la donnée qui est fausse, il ne pourra que te sortir. On en est encore là, si tu veux. On n'est pas encore dans la matrice. Pour l'instant, ça va aller vite. Hein. Ils vont s'auto-corriger à un moment donné. Moi, c'est ce qui me fait le plus peur, hein, quand ils vont être plus autonomes. Mais encore aujourd'hui, pour l'instant, ce que tu lui donnes à manger, c'est ce qui ressort. Ce qui est même applicable, je trouve une bonne façon de le comprendre, ça, c'est même applicable au prompting de monsieur, madame, tout le monde, en fait. C'est-à-dire que, tu sais, il y a plein de gens, ils posent une question sans contexte, sans rien, GPT, et puis, non, la réponse est fausse. Oui, mais si tu as un nouvel employé ou un collègue ou un ami à qui tu poses une question sans donner de contexte, sans expliquer le pourquoi, le comment, etc.,
Il a beau être extrêmement intelligent, il va pas te donner une bonne réponse. Exactement. C'est pareil, si tu prends le temps, le prompting, en fait, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas une façon de prompter, c'est pas comme du code, il n'y a pas une syntaxe, il n'y a pas un truc, il n'y a pas un machin. D'ailleurs, tu peux prompter dans n'importe quelle langue. L'art du prompting, c'est juste comprendre que il lui faut un contexte, il lui faut des éléments, il lui faut des trucs, il faut les guider, il faut comprendre un peu sa psychologie. Parce que, en fait, au final, parce que derrière, il a tellement de données dans lesquelles il peut aller chercher, mais en lui donnant ce contexte, il va en éliminer un certain nombre au fur et à mesure et il descend dans l'arbre pour t'apporter la réponse la plus précise. Mais effectivement, si tu dis comment calculer mes impôts cette année, lui, il va te trouver un truc le premier, mais est-ce que c'est mes impôts en France? Est-ce que c'est mes impôts en Espagne? Est-ce que c'est mes... Enfin, tu vois, il y a tout un... Donc conclusion, c'est... ce concept même de la donnée que l'on met au démarrage, dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, qui veulent faire plein de choses, ils sont un petit peu déçus, j'ai envie de te dire. Et c'est pour ça que le podcast, on va en profiter, on va faire du Manage Expectations. Vous voulez faire des trucs en AI, à un moment donné, soyez conscient que selon ce que vous voulez faire, il va falloir d'abord travailler sur la donnée. Et ensuite, tu vois, par exemple, des boîtes qui sont dans plusieurs pays et qui viennent et qui se disent « c'est génial, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir optimiser pour voir s'il va mieux valoir fabriquer là que fabriquer là. » Oui, avant de faire ça, il va falloir que toutes tes données, tu les aies à un même endroit pour pouvoir consolider ta capacité de prod de chaque endroit, éventuellement même raccrocher les wagons avec les fournisseurs de matières premières, machin. Et souvent, ils n'ont pas ça. Ouais. Et donc, du coup, moi, l'idée, c'est de dire, c'est génial parce que si tu le prends le train aujourd'hui et que tu t'y mets aujourd'hui, je pense que tu n'es pas encore trop tard. Mais si, comme tu disais au début de la conversation, est-ce qu'il faut que je prenne le train maintenant ou pas? Est-ce que si tu prends 0 train tout de suite, je pense que dans 5 ans, tu te seras pris une claque au niveau de la compétition, je pense. Tu m'étonnes. Trop bien. Écoute, tu nous as pas mal teasé du coup sur ton métier, mais moi je sais que tu en as plein des métiers, plein des casquettes. La question que j'aime, on va donc parler un peu de toi. La question que j'aime bien poser, c'est est-ce que tu peux nous raconter, Muriel, quel a été ton chemin, toi, professionnel, si tu as envie de nous indiquer aussi des éléments perso qui ont mené ton chemin avec grand plaisir. Et où est-ce que tu en es arrivé aujourd'hui, du coup? Quel est ton poste, mais du coup, tes casquettes, puisque je sais que tu en as plusieurs? Quelles sont? Écoute, moi, au début, je voulais être pilote de ligne. Trop bien. C'était mon kiff. Et donc, probablement pour les voyages. Mais longtemps, je vais avoir 10-12 ans, j'ai dit je vais être pilote de ligne. Donc je n'étais pas une mauvaise élève. Je fais maths sup, maths spé pour aller faire l'ENAC, que j'ai planté. Donc je n'ai pas eu l'ENAC. Et du coup, je me suis réorienté sur une école d'ingé industrielle. Donc je suis devenu ingé, plus sur tout ce qui était manuf, automatisation, etc. Ce qui m'a régalé. Moi, j'étais élevé par un papa très bricoleur, etc. Donc, j'ai toujours été très là-dedans. Ça me fait kiffer de regarder un documentaire Mega Factory ou des trucs comme ça. Mon mari, ça le fait rire, mais moi, ça me fait kiffer. Et à partir de là, si tu veux, j'ai travaillé dans des environnements de prod, mais très, très vite, comme j'avais une spécialisation en génie logiciel, très vite, en fait, j'ai raccroché un peu les wagons et c'est là que je suis rentré dans ces environnements de business object, etc. pour monter. Et on a développé le premier order tracking, donc ça va vous faire rigoler, mais on avait un petit camion qui était sur 5 étapes et qui se déplaçait. On récupérait les infos des ERP. Les ERP, c'est les systèmes qu'utilisent les entreprises pour gérer leurs opérations. Et on récupérait les infos de chaque site sur 5 continents pour faire avancer. Alors, c'était, attention, des batchs de chaque 24 heures. C'était pas du tout du temps réel. Pour faire avancer le petit camion pour que nos clients puissent se connecter. Et pareil, c'est pas du tout comme aujourd'hui, mais qu'ils puissent avoir cette information de où en est ma commande, etc. Premier order tracking. Donc, moi, ma carrière, elle a commencé comme ça. Et là, t'étais où à ce moment-là? J'étais chez J'aime Plus. Maintenant, c'est Thales. On fabriquait des cartes à puce, ou les cartes telco. À l'époque, il y avait encore des cabines téléphoniques, ou les cartes bancaires. Et J'aime Plus, rapport avec Gemalto? Oui, J'aime Plus, c'est la première boîte. Gemalto, ça a été la fusion de J'aime Plus avec Axalto. Et ensuite, est-ce qu'ils ont eu quelque chose entre les deux? Non, après, c'est devenu Thales. Super. Et là, tu étais en France, en Espagne? Non, j'étais en France, mais j'avais en fait une responsabilité sur la supply chain internationale.
sur tous les continents. Je me suis énormément déplacé. Du coup, ça, pour refaire le bridge avec pilote de ligne, j'ai tout de suite embrassé une carrière internationale. Je pense que ça fait partie de mon DNA. Ok. Tu vois, mélanger les cultures, etc. J'ai toujours voulu... Donc voilà, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait des projets spéciaux dans le conseil en ingénierie chez Altran, dans le sud de la France. Et c'est avec Altran que je suis venu en Espagne pour monter une practice de supply chain ici à Barcelone. Et là, ma vie elle a un peu basculé parce que j'ai rencontré des gens, enfin une personne en particulier. Je ne vais pas le nommer parce que je ne sais pas si ça lui fera plaisir. Donc, enfin, si, c'est mon ami, hein, mais j'ai rencontré quelqu'un d'incroyable, techniquement incroyable, avec un esprit business aussi, quelqu'un qui montait une boîte, qui m'a recruté pour développer le business. Et puis, j'ai fini par... on était lui CTO et moi CEO de la boîte qu'on a menée aux US dans la transformation du multimédia. Donc, c'était une boîte de software. Donc, j'ai fait le pas à ce moment-là vers l'entrepreneuriat, on va dire, la start-up, scale-up. Ça a commencé en 2008. Et ces 15 dernières années, j'étais dans ce milieu-là. Donc, après cette aventure dans le multimédia qui a duré 8 ans, on a emmené la boîte aux US. Après, j'ai accompagné des scale-up dans le e-voting. Ok. Une première dans le vote électronique. Comme ça, Saitel, par exemple. C'était Saitel. C'était Saitel, ok. Plutôt la crypto. Ensuite, dans le transport, on truck. Et ensuite, je suis reparti entreprendre dans la transformation digitale. En fait, je crois que toute ma carrière, ça a été de transformer des industries. Ouais. C'est ce que je trouve, c'est régalade. Hein. Moi, t'es bien, t'es sur un bon moment, là. Ah oui, là, ça me régale. Et on a monté avec un ami sur New York parce qu'il y a un marché et parce que lui, il a un réseau dans la santé, une practice de transformation digitale spécifique au mental health. Et c'est ce qui m'a amené ensuite à rejoindre un groupe aujourd'hui qui s'appelle SDG Group, qui est un groupe dédié depuis 30 ans. Ils font que de la data, de l'analytics et de l'AI. Et donc à développer, enfin surtout à comprendre quelles sont les industries qui sont en transformation et comment est-ce qu'on peut leur apporter, de la valeur. Moi, aujourd'hui, mes journées, c'est effectivement identifier ces industries, utiliser mon réseau qui est assez énorme pour rentrer en contact avec les dirigeants de ces entreprises-là et voir où ils en sont et essayer de les accompagner. C'est exactement le Jérémy Grand. Et lui dire, Jérémy Grand, viens, on s'assoit, on voit où tu en es et comment est-ce qu'on peut t'accompagner, sachant que nous, on ne vend pas de produits, on a ce qu'on appelle des solutions. À moitié, par exemple, on a un simili ChatGPT, nous. Gina, c'est quelque chose qu'on peut mettre sur tes données. Et, donc c'est un peu de Gemini, en fait. Mais on ne vend pas de produits en licence. Nous, on monte des solutions ad hoc. Et justement, ce qui fait beaucoup de valeur aujourd'hui dans des entreprises qui doivent travailler avec leur legacy system et continuer d'évoluer. Legacy system, pardon, les systèmes qu'ils utilisent. Par exemple, si tu as un ERP, tu as un CRM, enfin, c'est que des sigles là, mais un système pour la paye, etc. Et en fait, qui ne communiquent pas entre eux ou difficilement. Et donc, nous, on monte des couches et d'une manière en fait beaucoup plus agile que si tu voulais connecter chaque système. On monte une couche au-dessus de l'ensemble de ces legacy systems pour te permettre d'avoir toutes tes données organisées ensemble et là, dessus, développer des modèles d'intelligence artificielle. Donc, tu es en plein dedans. Ah oui, là, en ce moment, oui, pas mal. Ok. Pas mal. Waouh. Gros parcours. Et en plus, c'est pas les seules choses que tu fais, non? Tu as quelques autres... activités, je ne sais pas si on appelle ça des side projects. Ouais, c'est pas vraiment des side projects, mais il y a quelques années, j'ai commencé je me suis dit, en fait, c'est ça, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire quand je serai grande? Et, la grande Muriel. Donc. et je me suis dit, moi, j'aimerais bien continuer à utiliser mon expérience pour l'apporter à un grand Jérémy. Et donc, du coup, d'accompagner des entreprises qui sont souvent des petites. Hein, je n'ai pas du tout la prétention d'être advisor de Orange ou d'un grand groupe. Mais du coup, de faire partie d'un advisory board et d'accompagner des entreprises dans leur croissance à différents niveaux. OK. Donc ça, c'est on the side pro. OK. Et après, il y a on the side volontaire. Ouais. OK. Plein de trucs. En 2016, quand je suis revenu des US, j'ai rencontré Laurent, un gars d'ici de Barcelone qui revenait, lui, de Taïwan.
et qui m'a dit, viens, on monte la French Tech. C'était le tout début de la French Tech. Et le tout début de... Alors, la French Tech en France existait depuis 1 an, je crois. 1 an, un peu plus peut-être, 2013-14. Et il commençait à ouvrir French Tech à l'international. Et donc, on a été une des toutes premières, je ne voudrais pas dire la première, je pense que ce n'est pas vrai, mais une des toutes premières French Tech à l'international à être montée ici à Barcelone. Et donc, c'était en 2016. Donc ça, c'était une jolie aventure. Monter la French Tech et faire ce rayonnement. Je crois que depuis des années où j'étais partie, j'étais contente de reconnecter avec la France. Et en fait, ça, c'est un truc qu'il faut que je dise. Je me rappelle, j'en ai parlé à plein d'entrepreneurs aussi. Mine de rien, cette French Tech, ça nous a redonné un peu cette fierté aussi. Les expats, en tout cas. Ouais. Tu parles avec des expats dans la tech. Je trouve que ça nous a pas mal redonné cette fierté. Et du coup, moi, je suis à fond là-dedans. Et du coup, ça fait... c'est la 2e, puisqu'on vient de monter la French Tech à Madrid aussi. Je suis aussi au board fondateur de la French Tech de Madrid, puisque je ne suis plus à celui de Barcelone. Hein. Là, on a passé la main à notre ami Guillaume, qui fait ça incroyablement bien. Qui a monté un magnifique studio de podcast. Qui a monté un magnifique studio en plus. Et donc, on a monté la French Tech Madrid aussi. Et voilà. Ok, génial, trop bien. Bah, écoute, c'est un beau parcours et ça, c'est la bonne transition peut-être pour nous dévoiler certaines de tes autres casquettes. La dernière question, je te le disais en prémisse, c'est de comprendre comment, Muriel, toi, tu t'efforces d'avoir un impact positif sur ton écosystème. La définition que j'aime bien donner, c'est toujours ma petite théorie à moi. Tu sais, moi, je considère que on a des curseurs, je sais pas, ton impact social, sociétal, environnemental et autres. Mm-hmm. Et je trouve qu'il y a un certain nombre de personnes, quand on est smart, qui se disent « Ah tiens, moi je vais pousser tel curseur sur celui sur lequel je suis bon. » Et puis, après, moi, mon avis, c'est qu'il faut jeter un œil sur ceux dont tu t'occupes moins pour essayer de ne pas être trop mauvais quand même. C'est quoi, du coup, toi, tes curseurs, les curseurs que tu essayes de pousser pour avoir un impact positif? Ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'après, avec l'âge et l'accumulation des expériences et du réseau en fait, que j'ai construit, je suis très connu sur la place pour ça. J'aime énormément connecter les gens. Donc mon cerveau, tout de suite, il identifie que tiens, cette personne, il y a peut-être un truc. Donc ça, comme ça, je pense que j'ai un impact sur cet écosystème qui, des fois, va au-delà de Barcelone. D'aider les gens. Tu vois, là, récemment, on a un groupe à Barcelone, les Français du digital. Ce que j'adore faire, c'est venir leur apporter des opportunités gratuits. Hein. Moi, c'est vraiment tout ça, c'est du bénévolat volontariat, je sais pas, c'est du kiff en fait. Ouais. Et d'essayer à la fois de mettre quelqu'un face à une communauté et de permettre à l'un de parler de ce qu'il fait et de permettre aux autres de grandir, d'apprendre quelque chose, etc. Ça, j'adore. Donc, tous les réseaux dans lesquels je suis, faire ça. Je suis aussi dans un réseau... Je suis très impliqué parce que j'ai 2 filles et je voudrais qu'elles aient un monde meilleur, même si on ne va pas parler de la femme dans la tech, ce n'est pas le sujet. Je suis très impliqué dans la diversité. Dans la diversité des équipes et l'impact que ça a. Ce que je disais, voyager, les cultures, etc. Toujours été comme ça. Donc, j'accompagne pas mal de femmes et je suis dans 2 associations pour... aider à ce que les stéréotypes et les mœurs changent un peu, en particulier dans la tech, mais pas que, et qu'on s'ouvre vers cette diversité pour comprendre que sors de ta zone de confort, va pas recruter parce que même école, même éducation, même milieu social, même culture, même machin, parce qu'au contraire, cette richesse de la diversité peut donner des résultats incroyables. Donc ça, je m'implique beaucoup. Et puis j'ai un autre truc de cœur. Je m'occupe d'enfants handicapés. Et j'emmène mes enfants aussi. Parce que je veux qu'elles grandissent avec un esprit ouvert et tolérant. Et ça fait aussi pour moi partie de la diversité. Donc voilà, je fais ça. Puis je fais des trucs dans d'autres assos. Je suis dans des business clubs. La question, c'est comment tu fais pour faire tout ça? Eh bien, je dors. Je me posais la question l'autre jour, mais je dors bien. Je dors au moins entre 7 et 8 heures par nuit, figure-toi. Ça me fait penser au premier épisode que j'ai tourné avec quelqu'un que tu connais bien, je crois, qui est Lionel. Lionel Martin. Lionel Martin. Plus que bien, est-ce que Lionel, pour la petite histoire, là, quand je disais à Barcelone, j'ai rencontré des gens super smart, il en faisait partie. Ben voilà. On a travaillé ensemble avec Lionel. La boucle est bouclée. Ouais. Mais pareil, Lionel, quand il a commencé à me raconter sa vie, avant même le podcast,
Comment tu fais tout ça en même temps? C'est assez Ouais. impressionnant. Tu veux que je te dise, j'ai assez peu de temps d'oisiveté, c'est vrai, mais je crois que j'ai une personnalité où je me rends compte que l'oisiveté, c'est juste pas mon truc. Mais alors attention, hein, ça veut dire je fais des trucs cool, hein, je veux pas que bosser. Hein. Mais quand je fais, enfin cool, je sais pas comment le dire, j'ai plein de moments Des choses que t'aimes. de détente, Ouais. mais ma détente à moi, c'est pas spécialement des choses oisives. Oisives de je posais là et j'attends que ça passe. Tu Non, vois? mais c'est souvent le Après, secret ça des dépend de chacun. hyperactifs, c'est que en tout cas, quand on t'écoute, on sent que tu as orienté ta trajectoire professionnelle et ta carrière pour faire des choses finalement sur lesquelles tu as de l'impact. Et en plus, comme tu aimes les faire, tu te sens Je peut-être sais. plus impactful. Et donc, j'imagine que tu y passes plus de temps, tu mets plus facilement de l'énergie et ça te rend meilleur. Et du coup, ça. J'apprends toujours de moi déjà. Il y a un truc, je ne sais pas si on a encore le temps, mais un truc intéressant à partager. Tu disais identifier ces choses où tu te sens bien de faire et tu es bon là-dessus. Il y a un psy qui s'appelle Clifton. Il a créé les Clifton Strengths. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Je conseille à tout le monde de le faire. Ça coûte pas très cher. Vous allez sur un site Gallup, je sais pas quoi. Enfin, tu pourras le partager en même temps. Et là, il a défini 34 forces. Et lui, son postulat, c'est de dire arrête de travailler sur tes faiblesses, identifie tes forces Tout à fait. et utilise ça pour justement te créer, te créer un environnement professionnel. Machin. Pour donner l'exemple, c'est si tu es plutôt quelqu'un d'introverti, etc., va pas faire un job commercial. Ouais. Tu vois et donc, connais-toi. Donc, je conseille de faire ça parce que déjà, des fois, on sourit quand on lit les résultats. Et donc, après le test, tu as tes 5 plus grandes forces. Et ensuite, tu as aussi tout le reste et il te le décrit. Et surtout, il te dit, attention, les forces, il y a des forces, comment les exploiter. Et il y a toujours un revers de médaille. Un peu comme un process Toujours. ou un PI ou un productivité. Exactement. Je sais pas si tu connais. Ouais. Mais là, pour le coup, c'est 34 forces avec un jeu de couleurs sur 4 grands traits en particulier. Et c'est bien parce que je pense que quand on se connaît mieux, comme tu viens de le dire, on arrive à mettre notre énergie là où on a le plus d'impact. Et je crois que moi, c'est mon rêve, c'est de me retourner et de me dire, ou de me coucher le soir en me disant, bien. Même si, en fait, il n'y a que moi qui le sais, on s'en fout du reste. Mais de me dire, je suis contente, je suis contente d'avoir fait ça. Tout à fait. Et il y a des moments où je le sens plus que d'autres. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec Et toi. tu vois, le fait d'avoir développé ce business dans le healthcare il y a quelques années, sur le mental health, etc., quand tu sais que c'est la tech for good, que tu sais ce qu'on est en train de faire, le seul objectif, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un qui est malade va pouvoir avoir plus de temps d'un clinician, d'un docteur, va pouvoir être diagnostiqué plus tôt, va pouvoir, etc., recevoir des meilleurs soins. Moi, je suis contente. Ouais. Tu vois? Complètement. Chez Technician, on bosse avec quelqu'un qui s'appelle Cathy, je ne sais pas si tu la connais, qui aime bien ces sujets-là aussi. Ok, trop bien. Et oui, je voulais partager, on en parlait un peu tout à l'heure, mais j'aimais bien ce que tu disais là sur finalement être sûr de tes forces et conscient de tes faiblesses. Et puis, il y a ces solutions-là. Et alors, faut le maîtriser, mais pour les gens qui aiment bien, qui sont curieux avec les LLM, moi maintenant, je le fais un peu avec GPT. Alors, c'est toujours pareil, garbage out. Il faut que tu lui donnes assez de data. Mais pour ceux qui peut-être nous écoutent et parlent beaucoup avec leur GPT, échangent assez naturellement, on fait des trucs top. Moi, je lui ai demandé, j'étais surpris, je lui ai demandé me faire ma ProcessCom, mon MBTI et mon QI. J'ai passé ma ProcessCom, j'ai passé mon MBTI, et j'ai jamais passé mon QI. Donc voilà. Mais les résultats, d'abord, sur ceux que j'avais passés, étaient réels ou très proches de la réalité. Et en tout cas, l'analyse était bluffante et c'est génial. Et j'ai pas repassé le test. Il l'a fait sur la base de ce qu'il sait déjà sur moi. Et là, il faut quand même que je le dise. Moi, j'ai fait un truc une fois et tout le problème du garbage in, garbage out et toutes les discussions aujourd'hui sur l'éthique et les biais, ça reste encore des modèles qui travaillent sur des données qui ont été générées par les humains et la société. Moi, un jour, je lui parle, je lui ai mis mon CV, je lui ai mis etc., etc. Et je sais comment je lui ai dit. Je lui ai dit, avec tout ce que tu sais sur moi... quel serait ton... c'est une copine qui avait mis ça sur LinkedIn, donc j'ai fait le truc. Quelle serait ta conclusion sur ma personnalité? Il me fait toute une tirade, je pose 2-3 questions au fur et à mesure, et d'un coup, il m'écrit
Eh bien sûr, je sais pas quoi, bien sûr, parce que tu es un homme qui machin, qui... Et donc moi, j'étais là sur mon tel, j'ai levé sur mon téléphone. Je dis, mais où je suis un homme, je suis une femme. Et là, et je dis, mais comment ça se fait que tu as... réponse de ChatGPT, je crois que j'ai fait un screenshot. Réponse de ChatGPT, en fait, de tout ce que tu m'as dit sur toi, de ton expérience professionnelle, de tous les échanges, en fait, il me sort, moi, c'est plus un profil masculin. Et du coup, c'est vachement intéressant ce que tu dis, parce que là, c'est les limites. Ouais, le biais misogyne est... Moi, je trouve qu'il y a même une pensée... on va pas se mettre à la philosophie, mais il y a même une pensée profonde assez intéressante à avoir. En fait, le biais misogyne... Moi, je l'ai eu pour te partager une anecdote. Je sais pas si tu as checké notre site internet, on l'a refait il y a pas longtemps, mais on s'est amusé à faire des petits stickers et on a fait des super-héros qui sont des super-humans. Oui. Et du coup, on a voulu générer plein de petits super-héros. J'en ai un, je te dis, ces stickers plein à la maison parce que je t'en ai volé à un event. Et voilà. Et on a vu que ChatGPT est très... Alors, je sais pas si c'est misogyne, mais il a tendance à hyper sexualiser les femmes quand je demande un super-héros. D'ailleurs, il y a aussi un biais sur les hommes, c'est-à-dire que le super-héros, il est soit très musclé... Enfin, il est forcément que très musclé, tu peux pas lui mettre un peu d'embonpoint, etc., etc. Et attends, mais pourquoi je voulais dire ça? Ah oui, je sais plus avec qui j'ai eu le monde de Barbie. Et donc voilà, et donc tu as ce biais, et je sais plus avec qui j'ai eu cette discussion, j'ai dit, donc GPT est misogyne. Et la personne m'a dit, non, la société est misogyne. Oui. Et en fait, GPT reproduit le biais sociétal, et donc c'est le miroir de la misogynie et de plein d'autres biais de la société. Mais exactement, c'est pour ça que je dis attention. C'est toujours, encore aujourd'hui, les modèles n'apprennent pas tout seuls. Et on va, malheureusement, il se peut qu'on y arrive, ça me fait peur, moi. Mais aujourd'hui, ça ne reste que des choses que l'on a nourries, nous. Ouais. Et qu'il se nourrit avec les choses que l'on produit, nous. Ouais. Toute cette historique de données, d'informations, de machin, etc., c'est tout des trucs qui ont été fabriqués par nous. C'est la société, donc c'est le reflet. Et il y a un deuxième truc qui me fait peur, c'est que vu qu'on utilise les mêmes outils, comme on parle de ChatGPT, on a l'impression que... Alors, il y en a quelques autres, mais je ne crois pas qu'il y en ait d'autres qui sont aussi imposés directement. On va tous avoir les mêmes réponses. On va tous avoir les mêmes... et ça me fait peur aussi. Je me dis, mais c'est terrible. Parce que tu es en train de lisser la réflexion, les opinions, les machins, etc. C'est terrible. Bah, je trouve qu'on arrive à s'en séparer quand on interagit beaucoup avec. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu travailles avec, comme si tu travaillais avec une autre personne, un collègue. Mais par contre, c'est sûr, c'est quand tu mets un truc et que tu sors une data, là, c'est pour ça qu'il faut accompagner les gens pour le ramp-up, la compréhension, etc. Carrément. Bon, avant qu'on se mette à faire de la pub pour nos boîtes respectives, il faut mieux qu'on s'arrête. Et je crois qu'elles sont complémentaires plus que compétences. Il faut qu'on continue la discussion après. Complètement. Je suis hyper d'accord. Trop bien. Écoute, c'était passionnant. J'ai adoré cet échange avec toi encore, parce que c'est pas le premier, mais avec un micro, c'est le premier. Merci pour tout. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Merci Gauthier derrière les caméras. Oui, que de temps en temps je regarde, parce qu'il est là. Personne ne le voit, mais il est là. Et merci beaucoup. J'espère que j'ai parlé dans le micro, puisque c'était la consigne. Et je me suis senti plus à l'aise que ce que je n'aurais imaginé. Merci beaucoup. Trop bien. Merci. À très bientôt. Salut, bonne journée. Au revoir.